Depuis janvier 2017, l'administration des douanes vit un climat de morosité qui persiste jusqu'à ce jour. Climat de morosité teinté d'une sorte de crise, qui ne dit pas son nom d'ailleurs, entre la direction générale des douanes et sa tutelle. Mais alors, que se passe-t-il réellement? L'analyse des faits et les décryptages de la situation dans cette émission Presse Tribune. Si vous le savez, dans le cadre des réformes en vue d'améliorer la gouvernance au Congo-Brazzaville, le gouvernement a décidé la semaine dernière de la dissolution de la SNE et SN2, Société nationale de distribution d'eau et Société nationale d'électricité. Alors, si on sait ce que le Congolais attend à l'issue donc de cette réforme, mais la question qui se pose, qu'est-ce qu'il faut éviter pour faire en sorte que ce changement annoncé ne soit pas du déjà vu et du déjà entendu? On en parle dans cette émission. Pour en parler sur ce plateau, pour la première fois, nous accueillons M. Constant Otto, il est observateur de la vie politique, mais aussi nous avons Romik Okilas, analyste politique et journaliste à Top Télévision, Ernest Dimi, chroniqueur politique chez les Patriotes, et Alphonse Ndongo, il est donc chez Jeune Afrique Économie. C'est donc parti, mesdames et messieurs, pour votre nouveau numéro de cette émission Presse Tribune. On se retrouve tout de suite. De retour sur ce plateau, comme d'habitude, on va commencer par les faits d'actualité de nos invités. On commence par qui veut prendre la parole. Le fait d'actualité de la semaine qui vous aurait marqué, qui prend la parole? Romik Okilas. Aujourd'hui, la mairie de Brazzaville vient de lever la grève. Et donc, le syndicat est rentré en harmonie avec la tutelle, ce qui est bien. Et c'est donc l'occasion également de dire que Top TV a couvert l'information. Alors c'est l'occasion de dire que c'est bien. Parce que c'est tout ce que les Congolais attendent, tout ce que le gouvernement de la République attend. Et c'est l'occasion aussi de dire à ceux-là qui n'ont pas encore compris que le Congo vit une période des réformes et que la presse aussi doit se réformer dans la manière de travailler. Et donc c'est le moment de supporter cette presse. Une presse, il faut le dire clairement, qui suit de près la gestion gouvernementale, une presse qui accompagne l'État. Mais cette presse n'accompagne pas les hommes. Cette presse n'accompagne aucun responsable. Et si donc les responsables à tous les niveaux peuvent comprendre qu'ils sont en mission d'État et que la presse congolaise a le droit, le devoir et le pouvoir de contrôler leurs actions pour rendre compte à qui de droit. À crédit droit. Otto. Le fait du jour, ce qui m'a marqué ou ce qui me marque, c'est de savoir ce qui se passe de l'autre côté, au sud de l'Afrique, plus exactement en Afrique du Sud. Il se passe des choses, comme quoi la démocratie, on l'a beau refuser, mais elle finit toujours par triompher. Le président Zuma, nous le constatons, qui a pensé tout le temps qu'il était au-dessus des lois, et bien, qui petit à petit est en train de vivre un revers de son comportement, la corruption, la concussion. Eh bien, nous assistons petit à petit à sa chute, et c'est très marquant. Je pense que nous devrons avoir un regard très très raisonné sur ce pays, sur ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Merci beaucoup, Alphonse Ndongo. Oui, cette fois-ci, je vais un peu m'appesantir sur un cas tout à fait suscité. C'est peut-être le déficit de communication dont souffre, n'est-ce pas, la dissolution des sociétés SNE et SN2. D'ailleurs, on va en parler dans cette émission. On va en parler au cours de cette émission, mais en fait société, c'est que certains consommateurs refusent de payer les factures que leur réclament, évidemment, des structures selon les cas. Et enfin, je comprends un tout petit peu le fait que le gouvernement dise dissolution, dont ces sociétés n'existent plus. Et il y a des gens qui se basent sur cet argument qui a quand même une valeur juridique, pourquoi pas, pour dire, bon écoutez, ces sociétés n'existent plus, nous ne voyons pas pourquoi est-ce que nous devons donc nous acquitter du paiement des factures. Donc je pense quand même qu'il faudrait que l'on rattrape ce déficit de communication, étant donné que c'est vrai les deux sociétés sont dissoutes, mais je pense qu'il y a quand même un comité
qui peut-être gère les affaires courantes, comme on dit vulgairement. Donc, il faudrait peut-être qu'à ce niveau, l'État puisse davantage mieux communiquer pour que les gens ne se laissent pas aller à certains errements comme c'est le cas. D'accord, c'est ce qu'on va tenter de faire d'ailleurs tout à l'heure. On va terminer avec Ernest Dimi. Moi, le fait de la semaine chez moi, c'est cette histoire de l'audition des cas de certains administrateurs, anciens cadres politiques ou en fonction par la direction de la suivante directoire, ce qu'on appelle la DST, des enquêtes en cours pour le fait de détournement de fonds, de corruption, de fraude, qui intègre le cours normal du fonctionnement d'un État. Mais comme c'est des faits, on ne vivait pas avant, comme c'est des faits qui s'étaient gérés dans l'opacité la plus totale, et voilà que maintenant qu'il y a quelques bribes d'infos qui sortent, alors ça semble étonner une certaine opinion, et vous entendez ici et là que non, finalement c'est tout le monde qui ira en prison. Il faut bien que ces enquêtes, puisqu'on réclame la transparence, on réclame que chacun réponde de ce qu'il a pu faire. Alors, donc il faudrait bien que ce travail se fasse, mais qu'il se fasse dans l'impartialité la plus totale, parce que quand vous constatez, vous voyez un peu les cadres qui de temps en temps répondent, vous avez la tendance, vous avez l'impression qu'il s'agit d'un travail qui se concentre en particulier sur un pôle donné, mais alors qu'il s'agit pratiquement de tous ceux qui ont eu à gérer à un moment ou à un autre la situation publique ou la chose publique. Donc nous espérons que tel que ça a démarré, que ça devrait se poursuivre et que l'Amir Ngele qui a démarré avec ces histoires d'enquête qui ont permis, la commission qui a permis à la DST de se saisir, d'écouter certains cas, de déplacer même certains peut-être à la maison d'arrêt. Je crois que la commission devra continuer et généraliser ces auditions et ces enquêtes. Sinon, ça serait comme un harcèlement. Voilà, un harcèlement. D'accord, merci beaucoup Ernest Dimi. On va donc entrer dans le vif de notre sujet, le premier. On parle des douanes, vous le savez, ça fera exactement plus d'une année, parce que là nous sommes au mois de janvier. Les bureaux de 3 directeurs centraux nommés par le ministre des Finances, M. Carliste Ganongo, sont barricadés. Alors les syndicats se plaignent de la violation des principes du droit par la tutelle dans l'application de certains textes législatifs et réglementaires en vigueur. La première question que je pose à Romik Okilas, qu'est-ce qui se passe réellement au sein de cette administration des douanes? Il faut dire qu'est-ce que je sais. Exactement. Parce que je ne suis pas spécialiste maison aussi. Mais il se passe qu'il y a une crise, il faut le dire, entre la douane et sa tutelle qui est le ministère des Finances. On venait d'ailleurs de le dire. Bon, lorsque nous avons fait le rapprochement, toujours au niveau des syndicalistes, nous avons pu rentrer en contact de leur cahier de charge. Il se passe que d'abord, il y a trop de points. J'en ai énuméré 8. Mais l'essentiel est qu'il y a un problème, au moins 2 problèmes cruciaux là-bas. Il y a d'abord le fait que le ministre des Finances, aussitôt arrivé dans le cadre des réformes, a eu à faire des nominations. Selon eux, des nominations qui ne cadrent pas avec les textes juridiques régissant le fonctionnement de cette boîte. Alors, également, il y a un problème vraiment un peu sérieux sur la rétention de la redevance informatique. En fait, il y a une redevance qui est souvent versée là-bas, depuis toujours, qui permettait donc à la douane de fonctionner et de supporter ses charges. Et quand le ministre arrive, il trouve que les caisses de l'État étaient vides et qu'il fallait chercher les niches, et surtout que la douane, selon le ministère, selon le ministre, a un budget de fonctionnement. Et il ne voit pas pourquoi la douane pouvait générer cet argent.
Romic, je veux revenir à vous. Je posais la question donc à Otto. Si on comprend ce que vient de dire Romic Oukila, selon les ministres, comme il existe une ligne budgétaire pour le fonctionnement donc, de l'administration douanière, ils ne pouvaient pas avoir accès donc, à cette redevance informatique, alors que selon la loi, notamment la loi numéro 10/2002 du 31 décembre 2002 portant loi de finances exercice de 2003, fixe bien cette règle que cette redevance revient pour le fonctionnement de la douane, mais aussi pour la gestion de ces services informatiques. Est-ce que vous comprenez la démarche du ministre Carlis Gamongo en retirant cette taxe au niveau de la douane? Je répondrai d'emblée oui à cette question, parce que, vous savez, nous sommes en train de passer une période difficile dans notre pays. La situation économique et financière de notre pays appelle à des sacrifices. Je ne pense pas que le ministre puisse inscrire sa démarche en dehors de cette logique qui s'est installée. On ne vit pas dans un pays de la même façon en période de vaches maigres et en période de vaches grasses. Le ministre a pris une initiative et c'est le patron du département. C'est ça qui tique un peu dans notre comportement à nous quand on a été élevé à un poste. On pense qu'on est là indéfiniment, éternellement. Non. Le ministre a pensé que dans cette période difficile que traverse le pays, cette redevance n'avait pas à être utilisée comme ça par les agents de la douane. Quand on sait que ça peut servir au budget du fonctionnement de la République, qui en a vraiment dans cette période besoin de cet argent. Je vais revenir à vous, mais conséquences, Alphonse Dongo, il y a ce qu'on appelle l'impact négatif sur le recette attendu, parce que cet argent servait quand même à encourager les douaniers. Et quand vous visitez même la direction, il y a cette sorte de morosité, il y a même des contractuels qui travaillent là-bas, qui, selon l'administration générale des douanes, ils étaient payés grâce à cet argent-là. Mais maintenant que le ministre, si on en croit autour, et d'ailleurs même les syndicats le disent, le ministre l'a dit, qu'il ne sera pas le premier et non plus le dernier ministre à enfreindre la loi. Au nom de renflouer les caisses de l'État, il faut mettre de côté la loi, où il faut aller peut-être jusqu'au bout, réformer les textes s'il le faut. Ce qu'il faut reconnaître d'emblée, c'est que cette guéguerre entre guillemets entre le ministre et n'est-ce pas, le directeur général de douane a créé une certaine démobilisation, notamment au niveau des services de douane, pour la simple et bonne raison que la prime, notamment la redevance informatique qui est établie autour de 1% des transactions que les importateurs et les exportateurs n'est-ce pas, engagent, ça permettait quand même aux services de douane d'encourager et de mobiliser, n'est-ce pas, les ressources humaines, éventuellement donc de pouvoir doper les recettes douanières. La preuve, c'est que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. On est parti de plus de 500 milliards de recettes douanières pour se situer aujourd'hui à 121 milliards quelques poussières de francs CFA contre 210 milliards l'année passée. Donc si tu constates bien, c'est qu'on est parti quand même de 500 milliards avant que le ministre n'arrive. Et lorsque le ministre est arrivé, les décisions qu'il a dû prendre ont tout de suite créé une démobilisation qui a impacté négativement sur la mobilisation des recettes, puisque en 2017, donc, on était à 210 milliards et aujourd'hui, nous en sommes à 121. Je pense qu'en ces temps de crise, il faut que le ministre, à mon avis, ça c'est mon point de vue, use un peu de tact. Les décisions qu'il prend, s'il faut que ces décisions soient des décisions tout à fait courageuses, comme le disait tantôt M. Otto, mais il faut que ce soit conforme au texte. Que disent les textes? Les textes ne donnent nullement, n'est-ce pas, la possibilité au ministre de s'auto-approprier les recettes, notamment la redevance informatique.
Parce que ce qui est payé aujourd'hui aux douaniers, selon mes informations, c'est le travail, la taxe sur le travail extra-légal. D'ailleurs, même elle sort du trésor, on doit, normalement, chaque douanier devrait avoir 150 000 francs CFA, mais ce que les douaniers perçoivent aujourd'hui, ce qui sort du trésor, ils parlent de 52 000, 55 000 francs CFA. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons au sein des services de douane 2 administrations. Vous avez des gens qui sont pro-ministres et d'autres qui sont pro-DG des douanes. Ça pose un véritable problème. Cela prête même à sourire lorsqu'on sait que la douane, ou bien qui fait partie des régies financières, est censée mobiliser un peu plus de 700 milliards de francs CFA, c'est-à-dire avec les impôts, au cours de cette année. Voilà. Et je me pose la question, comment on va y arriver avec autant de guéguerres. Et moi, cela m'embête d'autant plus que, selon mes informations, c'est quand même, ce sont des frères, ce sont des cousins qui se battent. On va en parler, mais tout à l'heure, Romik parlait des nominations. Il y a aussi ce côté de nomination. Donc, on accuse le ministre de pouvoir s'user d'une certaine, de certains textes, privilégier certains textes qu'il met en pôle position que d'autres, par exemple, des dispositions de loi qui permettent au DG de pouvoir nommer notamment les chefs des divisions, mais aujourd'hui, c'est le ministre qui nomme jusqu'à ces niveaux-là. Et comment comprenez-vous cette situation? Bon, moi je crois que dans cette situation globale des douanes avec leur hiérarchie, il faut plutôt voir un problème d'exercice du pouvoir. Et vous savez qu'un pouvoir, quand il est senti vacant, alors il ne s'auto-exerce pas. C'est la personne qui ne devrait même pas l'exercer qui s'en occupe, parce qu'on dit que la nature a horreur du vide. Mais est-ce que le ministre Kalis Ganongo, qui devrait nommer, proposer au président par exemple, le DG, qui devrait nommer les directeurs, je crois c'est centraux, et est-ce que lui, alors, il est en train de nommer à des postes dont le pouvoir revient au directeur général, c'est parce qu'il ne veut pas de certaines personnes ou bien c'est parce qu'il a besoin de plus d'efficacité? Est-ce qu'il est à la recherche de l'efficacité? Certainement, il n'a pas confiance au DG et du coup, il veut s'entourer, mettre des garde-fous. Oh non, moi, plus d'argent je crois que c'est qu'on recherche dans le cas de la République, c'est la confiance d'un collaborateur, soit-il DG. C'est la recherche de l'efficacité pour que la République avance. Alphonse l'a dit, on est dans une situation où on devrait s'attendre à beaucoup plus d'argent du côté de la douane. Alors, et ce qui tue le Congo, c'est quoi? C'est le problème des textes. Et chacun veut toujours tirer la couverture de son côté. On prend l'article qui l'arrange au détriment de celui qui arrange l'autre personne. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la douane ne mobilise pas autant d'argent tel que cela était attendu parce que les ministres ont pris certaines prérogatives en nommant des gens dont ils n'avaient pas la compétence de nommer, ou bien c'est parce que ceux qui tiraient profit de l'amalgame ou d'une sorte peut-être d'une organisation, alors se sentent maintenant pénalisés, d'où la démobilisation. Moi, je crois et je suis au regret, parce qu'on a quand même tenté un peu de se rapprocher des services du ministère pour en savoir un peu plus, mais on savait que c'était très très difficile d'avoir assez de détails là-dessus. Mais je crois que Kalis Ganongo et Onanga Jean Alfred, alors, sont un chef et un collaborateur. Donc, ils ont une relation qui est obligatoire. Je ne vois pas alors comment un DG ne peut pas s'entendre de cette façon-là jusqu'à engager à la limite une épreuve de force. Voilà. Alors on va essayer un peu, oui vous allez prendre la parole, mais j'aimerais quand même demander à Romik Okilas, on entre un peu dans des considérations, je veux dire, vagues comme ça, parce que est-ce l'attitude, pour comprendre un peu l'attitude du ministre Kalis Ganongo, parce que là on est dans les interprétations, on voit bien que sur les questions des textes, les textes semblent être clairs,
Mais l'attitude du ministre, est-ce qu'on ne peut pas le comprendre par tous, comme disent les Congolais lambda, que la douane n'a toujours pas été à la hauteur malgré les investissements de la République et certainement il y aurait de fuite des capitaux et que finalement il faut bien serrer les choses et que cela n'est pas du goût du DG Alfred Onanga et voilà le bras de fer engagé. Bon, mais c'est ce qui se laisse savoir et entendre, hein, même dans l'opinion. Ça, c'est l'opinion, mais nous nous basons surtout sur ce que nous avons pu recueillir et soumettre un peu à notre réflexion. C'est ce qui se dégage chez les Congolais. Parce que les Congolais connaissaient bien leur douane d'antan. On n'est pas d'une génération spontanée. On connaît bien la douane. La douane, c'est comme on disait au Congo, c'était un bongo. Et la douane, c'était un poumon économique pour le Congo. C'était l'un des meilleurs canaux hein, qui garnissait, n'est-ce pas, le trésor. Dimi a fait une belle analyse. Quand le ministre arrive, les recettes chutent. C'est un problème. Alors que l'objectif voilà, c'est garnir la caisse. Est-ce parce qu'il y a eu des mauvaises nominations qui riment pas, qui ne cadrent pas avec les normes de la douane? Mais ça, on retrouve au niveau du troisième point, avant de répondre bien à votre question. Le syndicat revendique le fait que le ministre a opéré des nominations, il a nommé certaines personnes, des agents non douaniers, à des postes stratégiques, parmi lesquels, au niveau des enquêtes douanières, au niveau des postes stratégiques, comme je le disais. Mais parce que la douane est un corps paramilitaire. Et quand vous voyez le fonctionnement de la douane, vous avez par exemple la répression douanière. Au regard de l'incivisme des Congolais, au regard des réseaux qui existent au niveau des Congolais, donc il faut des techniciens, mais des techniciens formés dans ce corps qui peut passer à la répression, avant, pendant ou après. Et c'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, étant donné qu'ils ont des corps, des personnes non douaniers, mais au ministre de nous expliquer l'intérêt ou l'importance de voir ces messieurs fonctionner dans ce mécanisme. Et donc, il faut que le ministre s'accorde bien avec son directeur. Parce que le directeur a une formation, que l'on veuille ou pas, de douanier. Et ils s'entourent des stratèges dans le domaine de la douane, des gens qui ont étudié, je veux dire, ils n'ont fait que la douane, voyez-vous. Mais à côté d'être dirigé, ou voir quelqu'un qui n'est pas de la douane, tomber comme ça comme un cheveu dans la soupe, manipuler la douane, ça ne peut que susciter des réactions. Maintenant, sur la question que vous avez posée, voilà, sur la question que vous avez posée, on est Congolais, c'est curieux de constater que les deux sont des frères. Et je crois que nous avons abordé un tel débat une fois ici. Ça ne fait pas bien de voir deux frères d'abord, auxquels on a donné une responsabilité, surtout en cette période de crise. Ne pouvoir pas arriver à s'harmoniser dans un domaine purement économique et financier, alors qu'on les attend là. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Moi, j'ai entendu, toujours dans ce même milieu et dans la rue, qui se pose un problème de leadership. Comme que mieux qu'on le dise. Il se passe un leadership, voilà, un leadership local. Donc, ça me rappelle un peu l'attention tirée par le chef de l'État aux politiques congolais, parce que qui dit administration congolaise dit politique. Donc c'est peut-être un petit leader, comme le dit le chef de local, parce que l'un était argentier, l'autre vient d'arriver. Peut-être qu'il a constaté quelque part que c'est trop. Il dit bon, je tape fort pour que je prenne la relève, puisque les deux sont du même coin. Bon, ça c'est des choses qui se disent par les On va en dire au Touge, le Premier ministre, alors que Mwamba est passé à la direction générale de la douane, nous sommes le 11 janvier, il a tenu un discours et on attendait le ministre avec l'autorité de l'État à régler cette question. Les bureaux des directeurs centraux nommés par son ministre des Finances restent bloqués. Il a promis d'ici fin janvier, si cela n'est pas ouvert, il prendra les mesures. Nous sommes aujourd'hui au dehors de... Il prendra ses responsabilités. Il prendra ses responsabilités. C'est dire que finalement le Premier ministre n'a vraiment pas ce poids pour régler cette question qui empêche quand même le bon fonctionnement de l'État. Oui, Sergio, je vais avant de répondre à cette question, dire la chose suivante. Vous savez, la parole du président de la République, à force de loi. Ah ouais.
le président de la République s'est adressé au peuple congolais à travers sa représentation, l'Assemblée, le Parlement réuni en congrès. Et le président de la République a dit la chose suivante, je cite. L'histoire de l'humanité démontre que c'est durant les grandes crises que l'instinct de survie a amené l'homme à plus de créativité et à développer d'autres réflexes. Je vais vous dire que je vais vous surprendre, peut-être, je ne partage pas le point de vue de mes co-débatteurs tout à l'heure, lorsqu'ils pensent que ce sont les nominations qui ont sûrement mené à la dégringolade des recettes douanières. Moi, non, c'est l'avis des syndicats, des syndicalistes. Oui, j'ai compris. On les met en surface. Vous devrez comprendre une chose, que le ministre des Finances, s'il y a quelqu'un qui ne dort pas bien, c'est ce monsieur. Il a une mission ardue, une tâche difficile, celle de retrouver l'équilibre macroéconomique de notre pays. Et cela doit appeler à des nouveaux comportements. Souvenez-vous qu'il y a eu, il n'y a pas aussi longtemps, un nettoyage, entre guillemets, au trésor public. Il y a eu un nettoyage, il y a eu des nominations au trésor public. Mais allez, aujourd'hui, on n'écoute plus, on n'entend plus les mêmes réclamations d'il y a quelques mois au trésor public. Moi, je pense qu'il faut laisser ce monsieur faire ce travail. Il est membre du gouvernement. Il a une mission, je l'ai dit, très difficile. Donc, s'il pense aujourd'hui nommer des directeurs centraux, mais c'est sûrement parce que, non, ne soyons pas naïfs à ce point-là de ne pas reconnaître que nos douanes ont souvent, il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, brillé par une sorte d'incivisme. Nous savons tous ce qui se passe dans le milieu douanier. Dans ce sens, oui, je suis d'accord. C'est ce qu'on appelle réforme. Mais le problème ici, c'est que ces réformes, ces pratiques ne cadrent pas avec les textes qui régissent le fonctionnement de ces situations. Je vous en prie. Je vous en prie. La question des nominations des directeurs centraux, c'est naturel, ça fait partie des prérogatives du ministre. Nous débattons sur une base. Nous ne débattons pas comme ça. La base, c'est les documents. Je regrette le fait que nous sommes allés au ministère des Finances. À 3 reprises, il faut le dire, c'est une source sûre. On voulait faire un rapprochement des points de vue, des éléments. Mais aujourd'hui, moi, j'ai en face de moi les revendications ou le cahier de charge des syndicalistes. Je fais que lire. C'est vrai, le ministre des Finances a une lourde charge. C'est d'ailleurs lui la locomotive. Il est le premier à répercuter la volonté du chef de l'État en matière de réforme. Mais le problème est qu'il se pose un problème ici. La volonté y est. Mais sauf que ça ne cadre pas avec les textes. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est celle de dire, attendez, je vous en prie, mais j'ai une proposition. Ce que le ministre, je vous en prie, ce que le ministre, je pense, puisqu'il y a une grogne, il y a la grogne. Comment mettre fin à la grogne? Moi, je pense le ministre doit préciser. Mais la grogne ne signifie pas c'est pas ce qui signifie la baisse. Mais il y a un blocage. Il y a un blocage. Mais ça, c'est à répondre aux syndicalistes. S'il vous plaît, voilà. Je parlais tout à l'heure du Premier ministre. Vous l'avez suivi, certainement, le Premier ministre. Alors pourquoi il ne tape pas du poing sur la table? Bon, je pense qu'on va un peu sortir des discussions tout à fait formelles. Nous allons maintenant porter notre veste de journaliste. C'est clair, il y a des véritables problèmes de dysfonctionnement dans notre administration. Personne n'ignore que le DG des douanes, lui-même, il dépend de quelqu'un qui le supporte autour du chef de l'État. Et que le ministre des Finances lui-même aussi, je crois, dépend de quelqu'un qui est à côté du chef de l'État. C'est ça le vrai problème. Et ça se passe un peu comme ça dans toutes les administrations. C'est pourquoi il y a un peu ce pied de nez, enfin en quelque sorte, pourquoi pas, du DG des douanes à l'endroit du ministre. Vous voulez parler des montants. Bon, maintenant, il faut qu'on se dise aussi une chose. Le Premier ministre, je crois qu'il a conscience de tout cela. Il sait très bien qu'il doit avancer à pas compter pour ne pas se heurter à des potentats qui justement sont derrière les deux protagonistes, entre guillemets, s'il faut dire ça ainsi. Et le véritable problème aujourd'hui, il ne faut pas aussi, à mon humble avis, rejeter
je pense, tout le tort à monsieur le ministre, hein, enfin au ministre. Monsieur le ministre, moi je ne travaille pas au ministre, je ne suis pas de la fonction publique. Il ne faut pas rejeter tout le tort au ministre Ganongo, parce que selon certaines indiscrétions, il semble que le DG de douane, qui est quand même en poste depuis d'ailleurs, qui a vu son contrat être renouvelé, nonobstant le fait qu'il soit déjà admis à faire valoir ses droits à la retraite, il avait demandé, selon mes informations, et obtenu au niveau du ministère de la fonction publique une rallonge de 2 ans. Tant mieux si son expertise lui permet d'être toujours là, mais ce que certains de ses collaborateurs lui reprochent, c'est de n'avoir toujours pas, lorsqu'il gérait dans cette redevance informatique, c'est de n'avoir pas suffisamment fait bon usage. Parce qu'il y a des primes qu'on doit verser à tous les douaniers, et il me semble que c'était un peu géré de manière opaque. Pourquoi? Le ministre qui arrive, il s'est dit, bon, puisque la gestion me paraît quelque peu moins claire, je vais désormais faire que cette taxe soit versée, n'est-ce pas, à mon cabinet, pour des besoins d'usage. Bon, mais maintenant, ce que moi je peux reprocher au ministre, c'est qu'on est quand même dans un état de droit. Lorsque vous voulez mettre en place des mécanismes pour essayer d'encadrer la manière dont les gens naviguent à vue, il faut que cela soit couvert par un texte. Et donc, je pense, à ce niveau, le ministre n'a pas raison du point de vue des textes. Voilà. Alors, décidément, on se dira, c'est comme si l'État empathie une situation de guerre entre presque ça. Moi, je voudrais dire ceci, hein, que le Congo est en train d'en pâtir. Je crois que c'est par la faute du Premier ministre. Pourquoi je le dis? C'est parce que c'est lui, et lui seul, qui est le chef de l'exécutif, de rappeler à l'ordre, d'abord son ministre, s'il a fauté, et de rappeler à l'ordre également les DG, si le DG se comporte comme quelqu'un qui est insoumis vis-à-vis de son ministre. Bon. Non, moi je crois que ce qui tue le Congo, c'est ça. Nous avons des lois, nous avons des textes. Si les textes sont clairs, qu'est-ce qu'il y a à aller négocier si les textes sont bien prévus, le fonctionnement de l'administration? Non, et je crois que dans ces conditions, alors, il appartient au Premier ministre, comme il avait dit qu'il allait prendre ses responsabilités. Effectivement, il doit prendre ses responsabilités. Mais ça fait déjà quelques jours. Mais c'est ça. Et puis la question. Il a promis fin janvier. Jusque-là, les bureaux restent barricadés. Les bureaux restent barricadés. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est à lui la faute, où il a un problème d'autorité. Il n'arrive pas à s'imposer, même au niveau des DG et au niveau de son propre gouvernement, où il y a autre chose. Mais moi, je crois que si on était dans un pays où on suivait les gens au mot tel que nous, les journalistes, suivions, alors je crois qu'on ne serait peut-être pas à ce niveau et le Premier ministre aurait quand même procédé soit à une exécution forcée, soit à un retrait de sa personne par rapport à la désobéissance qu'il observe vis-à-vis de ses collaborateurs suite aux problèmes qu'il devrait lui-même résoudre. Ensuite, laisse-moi d'abord avancer. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a à barricader les bureaux des directeurs centraux nommés par le ministre s'il a fait selon les textes qui prévoient cela? Moi, je crois qu'il y a autre chose que et le ministre et les DG des douanes et les syndicats ne veulent pas dire. Et si vous fouillez bien, je crois qu'il s'agit de quelque chose, des avantages hors texte, des avantages opaques qui sont retirés par les comportements soit du DG ou soit du ministre, soit des syndicats aux uns et aux autres. Et chacun ne voulant pas perdre, et chacun tire les droits de son côté, et chacun veut jouer à la paralysée. C'est très important parce que je voudrais revenir sur un aspect qui a été évoqué par Romy tout à l'heure. C'est que le gouvernement est à la recherche des niches. Le ministre a pensé trouver une niche et il met la main.
Mais nous reconnaissons tous aujourd'hui que nous passons des moments difficiles. Ouais. Mais où est le mal? Si le ministre ne prend pas cet argent c'est de mettre les poches, c'est remplir les poches. Moi, je pense que c'est pour le fonctionnement de la République. Mais moi, je crois que c'est là où tu me rejoins. Non, je pense ceci. Le problème entier, c'est là où nous interpellons le pouvoir du Premier ministre qui fasse ce travail. Sinon, nous risquons de tomber dans nos propres pièges parce que le problème entier, je le dis. Bon, mais normalement, qu'est-ce qui devait se faire? À mon avis, selon mes analyses, les deux doivent travailler en synergie. L'État, je ne vois pas les hommes, l'État, comme a dit Ndongo, je crois que comme a dit Dimi, ne peut pas aller vers des réformes rapidement sans texte. C'est là où ça crée une confusion. Mais la confusion est créée par ce manque de support. Pourtant, c'est avantageux, c'est bien pour le Congo. Mais le fait que l'État ne veut pas cadrer. En fait, quand on arrive dans une administration, on veut changer la manière de faire. C'est normal quand c'est avantageux. Mais faisons suivre cela, ne fût-ce que par un texte, pour cadrer les choses. Maintenant, au finish, la question, je dis bien, elle est entière. C'est très dangereux qu'on pénètre cette question pour une fois. Donc, ce qu'il y a à faire, M. Sergio, il faut qu'il y ait un rapprochement entre M. le ministre et son directeur. Parce qu'au finish, c'est cet État-là congolais qui est affamé, qui va gagner. Voilà. D'accord, rapidement d'ailleurs, les propositions d'ailleurs des syndicats, il y en a plusieurs. On parle du retrait de tous les cadres non douaniers et non assermentés par le ministre, la reprise des nominations aux différents postes en associant la direction générale des douanes et en se conformant aux dispositions de la loi, numéro, le respect du décret, portant attribution des organisations de la direction générale de douane, et puis qu'on remette la fameuse rédévance informatique. Donc, on va terminer par là pour passer à notre deuxième. Oui, je voudrais dire que la redevance informatique est quand même quelque chose qui se situe, selon mes informations, entre 900 millions de francs CFA et un peu plus de 8 milliards. Donc c'est quand même d'importantes sommes qui sont mises en jeu. Bon, et autre chose, en ce qui concerne le syndicat, moi je n'ai rien contre les syndicalistes, mais mes informations me font état du fait que le DG de douane contrôle quasiment l'intersyndicale qui est là-bas. On me dit qu'ils reçoivent des subsides. C'est vrai ou c'est faux, 30 000 francs CFA par jour, c'est beaucoup d'argent. Et certainement, on peut comprendre pourquoi, lorsque le Premier ministre arrive avec le ministre des Finances, d'abord, ils mettent knock-out les 3 directeurs centraux qui ont été nommés en leur disant « Vous n'avez pas le droit d'accéder au site ». Et donc, ce sont autant de choses, à mon humble avis. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit comme dans des églises, où le pasteur, selon que tel verset biblique l'arrange, il dit c'est ça. Et donc, il faudrait qu'aujourd'hui, dans le contexte que vit le Congo, cela me fait de la peine. C'est peut-être que nous sommes un État atypique, ou un pays entièrement à part ou à part entière. Je ne peux pas comprendre que dans un contexte de crise financière aiguë, le ministre des Finances et le DG de douane soient à couteau tiré pour un problème qui se situe en fait au niveau de l'argent. Parce qu'il s'agit de ça. De reste, nomination et consorts, c'est l'honneur de la guerre. Alors, et je veux d'ailleurs signaler tout simplement à nos téléspectateurs que récemment, il y a eu une mission de contrôle des entreprises de droits et taxes suspendues, des IM8, des extractions de douaniers, donc levées au bureau principal du port de Pointe-Noire. Et cette mission va faire des révélations. Moi, j'ai quand même eu des esquisses, des informations, mais on attend jusqu'à ce qu'ils vont leur élever. Donc, ils ont découvert des évasions fiscales, de fuites de fonds, et tout ça, selon les pratiques d'ailleurs, peu orthodoxes. Et du coup, on voit bien qu'il s'agit maintenant de camps, parce que tel camp acquise d'autres camps appartenant au ministre des Finances. Et c'est vraiment un lambourguillot, et voilà pourquoi le Premier ministre... Sergio, je vous en prie. Hein. Moi, je suis un peu dans les procédures. Est-ce qu'il n'était pas possible? Écoutez, le ministre vient prendre une administration telle que celle de la douane, connue de tout le monde. On sait comment la douane a géré. La douane, on ne peut pas épargner la douane de toutes ces raisons. L'économie congolaise est en baisse à cause de la mégestion. Je vous renvoie au discours du chef de l'État. C'est clair. Est-ce que vous voyez? Le Congo a mal géré ses finances. C'est tous ces réseaux. Mais le ministre arrive, sans même son livre, il fait un constat. Mais moi, c'est dans la manière de faire. D'accord. Attendez. Non, mais est-ce qu'on va passer à l'autre? Mais oui, mais c'est dans la manière de faire. Est-ce qu'il n'est pas possible que le ministre publie
ce qu'il a pu constater. Ça serait conforme, dire, bon, j'ai fait un bilan de votre gestion, il y a eu ça, en ce moment-là. Mais les bouches seront cousues. Parce que s'il a ce silence, alors vous voyez qu'il y aura toujours grogne et il y aura blocus. Merci beaucoup. Mais moi aussi, je sais une chose, c'est que les Congolais, quand tu vois les Congolais se battre, s'agripper à un sujet, il donne tendance à croire qu'il n'a rien à gagner dans ça, mais les Congolais ne se battent pas pour une situation dans laquelle ils ne trouvent pas profit. Donc, moi, je peux comprendre à un certain niveau le jusqu'au-boutisme des syndicalistes des douanes qui ne veulent pas qu'il... Mais vous pouvez avoir des techniciens, hein? Vous pouvez avoir des technocrates qui arrivent, qui arrangent les choses sans être réellement assermentés. Voilà. Mais si c'est dans le sens de l'avancement, je crois que ça devrait avancer, mais si réellement les syndicalistes et les autres douaniers se battaient pour que l'État avance, mais pourquoi sont-ils hostiles aux directeurs centraux que le ministre a nommés? D'accord. Il y a autre chose. Je m'en voudrais vraiment de ne pas le dire. Je m'en voudrais. Le sujet est passionnant. Je m'en voudrais, Sergio, de ne pas le dire. Alors, je vais dire une chose. Ce qui se passe aujourd'hui comme incidence, c'est qu'aujourd'hui, les douaniers travaillent comment? Ils vous disent, voici, vous avez une taxe à payer ou vous avez une amende à payer. Payez telle somme à la caisse. Ils vont payer à la Congolaise, à la banque postale, puisque c'est elle qui gère le guichet unique. Et le reste, vous venez me le donner. Et l'État perd beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et ça, voilà c'est ce qui se passe. Merci beaucoup. On va passer donc à notre deuxième sujet. Vous l'avez compris, c'est loin d'être terminé. On va y revenir sur ce sujet, bien évidemment. Mais le temps nous impose de passer au deuxième sujet. C'est tout de suite. De retour sur ce plateau des Presse Tribunes, mesdames et messieurs, c'est bien votre magazine que vous suivez. Tout à l'heure, on évoquait la question de la douane congolaise et on va parler, une question d'ailleurs qui est loin d'être terminée, on y reviendra certainement. On va parler donc des réformes, on le sait. Le gouvernement l'a annoncé, la SNE, SN2 vont être dissoutes. D'ailleurs, avant, Ndongo, je préfère vous donner tout à l'heure la parole. Vous parliez donc des personnes qui ne veulent plus payer alors qu'il s'agit que d'un projet de loi. Il faut attendre que ça passe au Parlement pour évidemment que cela soit en musique, en même temps qu'on confirme cela. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il ne faut pas craindre les syndromes de Congo Télécom avant qui était l'ONPT à ce que le gouvernement a annoncé? Je pense que c'est évident. Hein. C'est vrai qu'on est quand même dans le monde de la politique, mais maintenant, lorsqu'on arrive sur le terrain économique, je pense que l'État qui supporte aujourd'hui à hauteur de plus de 300 millions de francs CFA par mois en ce qui concerne la SNE au terme de la subvention d'équilibre, je ne vois pas comment cet État, comment est-ce que les nouveaux repreneurs, c'est-à-dire dans le cadre de la cession d'actifs à des privés, dans le cadre d'une société anonyme, je ne vois pas ces gens garder l'essentiel des travailleurs. Ça ne me paraît pas évident parce qu'il va falloir quand même remettre sur pied les indices, les ratios de rentabilité de l'entreprise. Ça, c'est évident. Donc, si il faudrait qu'on fasse une corrélation avec ce qui s'est passé à ex-ONPT, je dis oui, il y a des gens qui certainement devraient être mis à la porte parce que les charges salariales aujourd'hui sont très importantes et ne permettent pas à la SNE, par exemple, d'être rentable. Maintenant, le vrai problème qui peut se situer pour moi, c'est de savoir comment est-ce que ça va se passer. Est-ce que ce seront des gens qui sont nantis d'une certaine expérience en la matière pour gérer, n'est-ce pas, l'énergie d'un côté ou bien de l'eau en ce qui concerne la SN2. Moi, c'est ça le problème. Il ne faudrait pas que les gens... Mais justement, vous allez répondre. On sait bien que le gouvernement a donné des garanties que personne ne sera laissé au bord de la route. Hein, donc tout le monde, les questions sociales vont être prises en compte. Je reprends d'ailleurs le communiqué, le compte rendu du gouvernement. Mais on pose la question, comment on va se faire? On sait que le ministre a parlé des sociétés anonymes, qui va travailler du genre de sociétés privées. Mais c'est au finish, pourquoi en fait? Qu'est-ce que les Congolais doivent s'attendre avec l'arrivée de ces nouvelles sociétés? Bon, Sergio, il faut d'abord dire une chose, c'est que les Congolais fantasment trop. Les Congolais fantasment trop, pourquoi? Parce qu'il suffit qu'une parole sorte et chacun va dans
le sens qu'il veut. Et vous voyez, c'est quand on dit aujourd'hui de cette annonce du gouvernement, ou la pratique qu'on fait et l'interprétation qu'on en fait, ça rentre dans le comportement ordinaire du Congolais. Et qui veut toujours, on l'a dit, tirer la couverture de son côté. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le gouvernement n'a fait qu'annoncer. Il n'a pas dit que la SNE et la SN2 n'existent plus. Ça veut dire que le processus s'annonce irréversible, mais les entreprises existent encore jusqu'à ce que ça aboutisse. Ça peut être en 2025, en 2021, en 2020. C'est pas maintenant. Ça veut dire quoi? Que jusqu'à maintenant, les structures continuent d'exister. Et c'est là la faute du gouvernement. Parce que dans le compte rendu, il n'est pas ressorti que les sociétés actuelles restent en état jusqu'à le remplacement par des structures privées. Maintenant, si on lance les avis à manifestation d'intérêt et qu'il n'y a pas de repreneur, qu'est-ce que ça sera? Voilà. Donc, il y a encore tellement d'incertitudes. Il y aura des débats au niveau de l'Assemblée nationale, il y aura des débats au niveau du Sénat, il y aura beaucoup de choses qui seront faites par la suite, mais je crois que jusqu'à la preuve du contraire, les deux sociétés existent. Mais moi aussi, je crois qu'au-delà, parce que je suis allé hier, par exemple, à la direction, au centre Binkaro, à SN2, je suis allé là-bas pour voir comment ça se passe, parce qu'il fallait mener une petite enquête. Mais vous avez vu un monsieur dans la rue Mokilanzoli qui doit 429 000 francs CFA à la SN2, mais qui a mis toute la rue de ne pas payer parce que l'entreprise est partie. Alors, vous aussi, vous vous êtes rendu à la SNE, SN2, pour voir un peu le climat. C'est dans quel climat que ces séances-là travaillent actuellement? Et effectivement, c'est ce que Dimi vient de révéler. D'abord, merci Dimi. Et nous avons rencontré quelques responsables de la SNE qui ne nous ont pas cru, il faut le dire. Parce que moi, ce qui m'a poussé à aller là-bas, c'est parce qu'il y a eu réaction dans mon quartier d'abord, comme quoi les populations ont du mal à comprendre cette annonce. À cause de ce vide laissé par le gouvernement, qu'il faut rattraper très vite. Parce que, comme nous l'avons dit tantôt, le pays est en crise, il faut continuer à chercher l'argent. Cette annonce pose problème aujourd'hui d'abord parce que le client congolais a pris comme ça, d'une manière brute. Les entreprises n'existent plus, on ne peut plus donner. Il y a même des menaces. Si un agent SNE, SNDE s'hasarde à fouler les pieds dans un quartier, il aura de la baston. Et nous sommes allés dans ces directions. Au niveau de ces directions, on nous dira, écoutez, ce que vous dites, nous allons continuer. J'ai lu une certaine irresponsabilité. On m'a même dit, c'est vous les journalistes qui devez communiquer à propos. Tant que le gouvernement n'a pas parlé, nous, on n'a rien à dire. Je dis, mais c'est à vous les responsables, mais l'État, c'est vous, effectivement. C'est à vous de relayer l'information. À quand une communication? Donc, même au niveau de ces entreprises, ils attendent une orientation du gouvernement de la République. Donc, ce qu'il y a constaté, c'est qu'après l'annonce, aussitôt, on devait mettre en place soit une commission. Ou bien, comme a dit Dimi, annoncer le processus. Maintenant, la conséquence, aussitôt, le lendemain, c'est la grogne ou bien les incidents qui se sont produits à l'école du CFCO à Pila, dont Top TV a fait passer à la télé. Ça a coïncidé avec une formation, un test des nouveaux entrants au niveau de la SNE, et les anciens tâcherons qui ont passé près de 15 ans, 20 ans ont réagi pour dire, écoutez, maintenant que le gouvernement a annoncé, nos chefs, dans les coulisses, ont organisé un test pour emmener de leurs parents, ainsi de suite, au niveau de la SNE. Vous voyez un peu le paradoxe, alors que nous pensons que c'est d'autres sociétés qui vont prendre la chose. Voilà. Mais moi, je pense qu'il a été dit dans le compte rendu que, d'ailleurs, le Premier ministre l'a annoncé qu'un comité interministériel de toutes les sociétés chargé donc de la liquidation de ces deux sociétés il faut vite le faire. Et il y aura également les syndicats qui seront associés, donc à cette question-là, pas trop de soucis. Mais quand même, le souci reste on parlait tout à l'heure de crainte des travailleurs, mais aussi du côté des Congolais, parce que d'aucuns pensent que les sociétés qui viendront seront peut-être des sociétés qui facturent à la carte, comme dans d'autres pays, avec la vie sociale du pays. Est-ce que ce n'est pas des choses à prendre en compte pour ce qui va arriver demain? Sergio, de quoi parlons-nous? On parle de la SNE. Nous parlons de la SNE et de la SND. Excusez-moi, je veux parler avec une priorité, mais vous allez me pardonner. Non, je vous assure que
cette affaire devrait se faire depuis longtemps. Vous jouez un peu avec la sémantique. Oui, il faut privatiser la SNE. Il faut privatiser la SNDE. Vous ne pouvez pas imaginer ces entreprises, depuis leur naissance, elles sont restées accrochées au biberon de l'État. Ils sont restés accrochés aux finances publiques. C'est l'État qui injecte tout depuis la création de ces sociétés. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Tenez, vous savez combien l'État a mis dans la construction, combien a investi pour la SNE? Plus de 1000 milliards qui ont été investis à la SNE. Mais avec quel résultat? Vous savez, la crise que nous traversons, ce n'est nullement une crise financière, économique, c'est la malgouvernance. Nous avons un problème de la gouvernance. C'est-à-dire au Congo, il suffit d'être nommé directeur général de n'importe quelle structure étatique, vous êtes tranquille. Parce que chaque année ou tous les mois, l'État vous reverse, vous donne de l'argent. Aucun directeur général n'a été nommé sur la base d'un cahier de charge pour dire, ok, je prends cette structure, voilà en temps d'année, je vais réaliser. Et voilà, avec un contrat de performance. Jamais. On est directeur, on est tranquille et l'État ne fait que injecter de l'argent. Vous savez combien ces sociétés ont apporté au budget de l'État 2018? Le Premier ministre a demandé un contrat de performance à la douane. 0 francs de contribution de ces sociétés au budget de l'État 2018. 0 francs. Malgré les recettes. Alors, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces... Mais non, malgré les recettes, Serge, à ce titre, merci bien. Il vient de nous rappeler quelque chose. Donc, malgré les recettes, malgré le rançonnage, ces sociétés n'ont jamais versé dans les caisses d'État. Mais lorsque nous sommes rapprochés, voilà ce qui est dit. Si nous pensons, les Congolais pensent que la SNE, cet argent se volatilisé, il y a aussi des choses que nous ne savons pas. C'est encore l'État. Ça a été révélé que l'État aussi, c'est un client de la SNE, de ces sociétés. Mais l'État n'avait jamais payé ses produits. Attendez, l'État ne paye jamais le courant. L'État a combien d'administrations? L'État a combien d'entreprises? L'État ne paye jamais le courant et l'eau. Ça, nous sommes dans le cadre maintenant de la gestion. Et je vais découvrir que, depuis que le barrage du Mboula a été créé, c'est la SNE qui a la charge de l'entretien de ce barrage. Avec quel fonds? On me dit, mais c'est avec ces fonds. Alors, donc c'est normal que l'État, je pense, qui est patron de ces entreprises, puisse décider, à cause d'abord de sa gestion lui-même d'abord, et des hommes peut-être. D'accord. Bernard Dému, on va terminer. Vous aurez 30 secondes chacun pour clôturer cette émission. Non, moi j'ai terminé. Vous terminez les 30 secondes. Non, mais moi je crois plutôt, vite, hein. je crois que l'État a eu une lourde responsabilité et il y a eu un problème de management au niveau même de communication. Il n'y a pas eu la communication de proximité. Alors on est parti directement annoncer une information. Je me demande, est-ce que l'État qui a annoncé ça en Conseil des ministres a fait des études de faisabilité de cette ambition? Est-ce que des contacts ont été pris? Oui, c'est ce que dit le communiqué, le compte rendu. Est-ce que ça peut prendre combien de temps? Est-ce que la société qui viendra prendre la SNE, par exemple, gérera quoi? Est-ce qu'elle va hériter des dettes? Est-ce que les Congolais vont se retrouver dans quelle situation par rapport à leur statut? Donc, vous voyez, donc il y a tellement d'inconnus, dans ce qui a été dit, et à tel point que chacun va dans tous les sens. Alors, au stade actuel, je crois qu'il faut que les Congolais retiennent une chose. Les deux sociétés existent. Et elles continueront à exister tant qu'elles ne seront pas remplacées. De deux, maintenant, si j'étais administrateur de la SNE, administrateur de la SN2, maintenant que le Congo a décidé de vendre ses entreprises, alors, moi, je me mets, de dissoudre. Je me mets résolument au boulot pour montrer que non, la vraie solution, ce n'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, ça va partir. Mais si la SNE et la SN2 se rattrapent dans leur façon de faire, alors, voilà. Donc, je crois que... C'est la question. Alphonse Ndongo, très rapidement. Bon, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare.
Je crois savoir que la visite du Premier ministre en France, et notamment à Lyon, n'est pas un cas fortuit, hein, au-delà de sa médaille d'honoris causa. Bon, je ne sais pas s'il y a des contacts qui sont pris avec Veolia, qui me semble se bousculent depuis un certain temps pour reprendre la SE2, puisque c'est comme ça qu'on a d'ailleurs rendu infructueux la reprise qui devait revenir à Bewater, une société anglaise, dans les années 2003. Et là, je pense qu'il y a eu aussi EDF qui était là et qui assurait au niveau de la SNE le service technico-commercial pour essayer, n'est-ce pas, de lui donner une certaine valeur ajoutée. Tout ça, je ne pense pas que ces gens soient venus pour nos beaux yeux. Et pourquoi pas, peut-être EDF s'intéresse à la SNE, pourquoi pas, on parle de Bolloré. Donc, je crois que les choses se sont déjà bien précisées à un niveau très élevé. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il faudrait que l'État sache aujourd'hui qu'on est quand même dans une situation sociale assez difficile. Ces gens qui viennent avec, n'est-ce pas, des indices, enfin, avec des objectifs de rentabilité à très court terme, est-ce qu'ils vont faire du social comme l'État l'a fait à un moment donné? Non. Il y a des zones qui, aujourd'hui, sont pourvues en eau, en électricité, mais qui ne sont pas rentables. Oui. Pour la SNE et la SN2. D'ailleurs, nous le voyons d'ailleurs dans le cas de la téléphonie mobile, hein, où il y a des zones où MTN et RTL vous disent nous ne pouvons pas nous installer à une photo, ce n'est pas rentable pour nous. Et donc, il faudrait que l'État puisse mieux coordonner les choses, que l'État ne fasse pas, à mon humble avis, une opération de marketing, parce qu'on veut absolument que la France nous soutienne dans le cadre des négociations qu'on a avec le FMI. On leur donne, comme disent les Ivoiriens, prix cadeau. N'est-ce pas, la SN et la SN2, il faudrait qu'on tienne compte du social, parce que c'est sûr que ces gens vont augmenter le prix du mètre cube d'eau et du kilowattheure d'électricité, et ça va avoir des conséquences assez délicate sur le social des citoyens congolais, qui est déjà très difficile. Merci messieurs, nous allons donc terminer, on n'a pas assez de temps, on me fait signe que là on a donc bouffé tout le temps qui nous était imparti, malheureusement on ne peut pas aller plus loin que ça. Je vous remercie tout en vous rappelant quand on tiendra compte, d'ailleurs nos téléspectateurs nous font beaucoup de reproches sur cela, on va essayer d'augmenter plus de temps pour que nous débattions. C'était passionnant, on a parlé, mesdames et messieurs, donc de la situation à la douane, mais également des réformes au niveau de la SNE, SN2. Vous pouvez continuer donc à argumenter, à débattre et nous faire parvenir vos avis et commentaires à travers nos adresses de réseaux sociaux, mais également par SMS à travers ce numéro qui s'affiche au devant de votre petit écran. Nous vous donnons rendez-vous, nous vous remercions de nous avoir suivis, tout en vous donnant rendez-vous très prochainement, donc les dimanches, avec le même plaisir et le même sens du devoir. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt.